Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ce webinaire consacré au transport à la demande, intitulé Transport à la demande, comment faire plus avec moins. Avec vous aujourd'hui, Camille Boin, Customer Success Manager chez Padam Mobility, et moi-même, Adrien Torregrosa, Marketing Manager, également chez Padam Mobility. On va essayer de voir aujourd'hui d'abord quelques généralités sur le transport à la demande, ensuite les valeurs ajoutées du transport à la demande. Ensuite, on va s'interroger un peu plus sur les questions financières, sur comment faire plus avec moins, sur les économies que propose le transport à la demande, en amont puis en aval. Et enfin, on aura une session de questions-réponses. Je me permets de préciser que si parmi vous, il y a des questions, de bien les poser sur l'onglet questions de Livestorm et non pas sur le chat. Pour commencer avec Padam Mobility, Padam, on est fournisseur de solutions digitales de transport public à la demande dynamique, que ce soit transport à la demande ou transport pour personnes à mobilité réduite. Notre vocation, c'est de transformer les territoires et de rapprocher les communautés grâce à des solutions digitales qui permettent d'améliorer le transport à la demande en le rendant dynamique, en optimisant, par exemple, les itinéraires. On est amené à travailler pour plusieurs types de personnes. Donc d'abord pour des autorités publiques et des collectivités qui vont pouvoir nous contacter afin qu'on mette en place du transport à la demande dans leur ville, dans leur région. On peut également être amené à travailler pour des opérateurs de transport directement. Voilà, ce sont eux qui vont nous contacter pour les aider à mettre en place du transport à la demande sur une région. On peut également mettre en place du transport à la demande pour des entreprises privées indirectement qui souhaiteraient accompagner les usagers de chez eux à leur lieu de travail. En plus de nos clients et partenaires transporteurs, on va pouvoir travailler avec d'autres partenaires comme des centrales d'appel par exemple, ou des outils qui vont être utiles pour faire du MaaS, donc nous interconnecter avec les autres moyens de transport. On est aussi évidemment amené à faire des reportings d'indicateurs de performance, donc on va pouvoir être intégré avec des entreprises et des outils qui font ces reportings, et également d'autres entreprises nous permettant de faire de la billettique par exemple, ou des envois de SMS qui vont être primordiales dans le cadre du transport à la demande. Les différents cas d'usage du transport à la demande, bien souvent on pense au transport de personnes à mobilité réduite ou au transport à la demande en zone périurbaine ou rurale. Mais on a aussi le transport d'actifs salariés en entreprise ou en zone d'activité. Ça peut être directement l'entreprise qui mobilise un service de transport à la demande pour ses salariés, comme c'est le cas pour Saphir par exemple, ou des transports publics qui ciblent plus particulièrement les salariés sur certaines zones grâce au transport à la demande, comme c'est le cas à Lyon notamment. On a les heures creuses en zone urbaine, ça va être, ou même en zone périurbaine, en grande couronne de certaines villes. On va permettre de mettre des lignes fixes en journée et lors des heures creuses, donc l'après-midi ou la nuit, du transport à la demande, qui va suivre la ligne classique ou faire du porte-à-porte au besoin. De manière assez générale, le transport à la demande s'intéresse à la question du premier et du dernier kilomètre en transport public. Et puis, assez récemment, le transport à la demande se développe de plus en plus avec les questions de mobilité régionale qui regroupent parfois plusieurs autorités, plusieurs opérateurs. Juste une précision sur les cas d'usage, on a aussi depuis quelque temps le transport à la demande des véhicules autonomes. Donc Padam Mobility travaille avec les technologies de transport à demande, de transport autonome pour les rendre à la demande. Et aussi, on a expérimenté quelques cas de transport à la demande pour l'événementiel et le culturel, notamment à Bruxelles, pour éviter que le public d'un opéra se rende avec son véhicule personnel à l'opéra. On a mis en place des navettes de transport à la demande.
Avant tout, Madame Mobility, c'est une solution et une suite, SaaS qui permet de fournir des outils aux collectivités et transporteurs pour gérer le transport à la demande. Donc la partie un peu plus, voilà, émergée de l'iceberg, ça va être des applications, de réservation pour les usagers, un site de réservation, encore une fois pour les usagers ou des centrales d'appel et une application de navigation pour les conducteurs qui vont être amenés à aller récupérer les usagers. On a également une interface de gestion dans laquelle on va être capable de de renseigner tous les éléments et toutes les configurations du transport à la demande souhaitées. Et cette partie, donc voilà, gestion et un petit peu plus immergée, va regrouper des algorithmes d'optimisation des trajets, des fonctionnalités bien spécifiques pour gérer le transport à la demande et tous les critères qu'on pourrait mettre en place, voilà, toutes les manières de le gérer. Et comme on en avait parlé un petit peu plus tôt, toutes les intégrations à des outils connexes comme de la billettique, de la non-concurrence dont on pourra parler plus tard. On est également à même de vous accompagner sur des questions de transport. Dans un premier temps, l'un de nos cœurs de métier va être de pouvoir vous aider à avoir la faisabilité d'un transport à la demande. Donc voilà, si vous avez une question on souhaiterait par exemple transformer des lignes de bus classiques en transport à la demande, on peut vous accompagner en faisant des simulations, des études de faisabilité. L'idée est de voir aussi bien si l'offre de transport que vous estimez pourrait répondre à la demande, et également si en termes de faisabilité opérationnelle, voilà, il vous faudra plus ou moins de véhicules, plus ou moins d'horaires de service, etc. On peut également faire ce type d'analyse sur des services de transport déjà existants et donc vous conseiller sur la manière d'optimiser le service au maximum. Les valeurs ajoutées du transport à la demande, ça va être l'optimisation des ressources, notamment humaines. Un même conducteur peut le matin conduire les services de transport scolaire et l'après-midi les services de transport à la demande en heure creuse, par exemple. On va aussi pouvoir fusionner les services de transport à la demande et de transport pour personnes à mobilité réduite. On verra un exemple au cours de ce webinaire. Transport à la demande permet de passer de plusieurs lignes fixes peu utilisées à une couverture zonale. Donc là, on va être sur une optimisation assez parfaite. De manière plus générale, pour les autorités publiques, le transport à la demande permet un meilleur usage du transport public et donc une baisse de la congestion routière. Cette congestion routière qui est due en grande partie au conflit entre l'offre et la demande de transport public, à la difficulté de mettre en place un maillage territorial complet. Grâce au transport à la demande, on va pouvoir faire baisser cette congestion routière, plus précisément en zone périurbaine, et donc ainsi de baisser la dépendance à la voiture. Et comme je l'ai dit, l'amélioration du transport public, du maillage territorial est permise par le transport à la demande en zone périurbaine et rurale notamment. Ce que permet le transport à la demande, c'est d'améliorer l'offre de mobilité quand la demande est peu dense. Moi, ce que j'aime préciser, c'est quand la demande est peu dense ou quand l'offre de transport public est peu dense en certaines zones qui peuvent être relativement densément peuplées. Ça permet un désenclavement ou une meilleure desserte des territoires les moins denses, un meilleur accès aux services et aux emplois, ainsi une mobilité plus responsable, plus inclusive et plus accessible. Elle est plus inclusive parce qu'elle permet aux personnes n'ayant pas la possibilité d'avoir leur propre voiture de se rendre parfois à certains emplois. On sait que les questions de mobilité parfois empêchent l'accès à l'emploi. Il y a un nombre assez conséquent de personnes qui ont dû refuser un emploi parce qu'ils ne pouvaient pas s'y rendre. Le transport à la demande le permet, que ce soit en zone périurbaine ou grâce aux heures creuses aussi. On a vu avec certains exemples, notamment à Padoue la nuit, que le transport à la demande de nuit permet aussi à certains salariés de se rendre au travail, ce qui ne serait pas possible sans le transport à la demande. Et puis la question de l'accessibilité, puisque bien souvent le transport à la demande coûte le même prix qu'un transport un transport classique urbain. Avec le même ticket, on peut prendre le transport à la demande, puis le bus, le métro, etc. Et enfin, le transport à la demande est une alternative assez solide à la voiture individuelle. On sait que 33% de nos usagers
utilisaient auparavant la voiture individuelle. Ce chiffre, il ne vient pas de Padam Mobility, hein, il vient d'une étude qui a été réalisée par un de nos services sur ses propres usagers. Il s'agit de FlexHop à Strasbourg. On sait également que près de 20% des personnes qui utilisaient le transport à la demande, qui utilisent le transport à la demande, ne pouvaient pas avant se déplacer ou se déplacer à pied. Donc, on a cette notion d'accessibilité et puis cette notion d'alternative à la voiture individuelle. Et enfin, c'est vrai que dans le transport à la demande, il y a cette notion de convivialité qui est très appréciée des conducteurs et des usagers, ce qui se voit par la note qui est attribuée au service par les usagers, mais aussi au retour d'expérience qu'on a de la part des conducteurs. Un point clé dans le transport à la demande pour être capable de maîtriser ses coûts et d'optimiser au maximum la prise des réservations et l'optimisation des courses, ça va être la configuration du service de transport à la demande qu'il sera mis en place. Très classiquement, même en dehors du transport à la demande, dans le transport régulier, on a ce qu'on appelle des lignes fixes, donc voilà, un bus souvent de 60 places qui va passer par plusieurs arrêts pour récupérer, déposer des usagers. Ce fonctionnement est très adapté dans des zones très urbaines. En revanche, on se rend compte qu'en zone périurbaine ou rurale, avec pas forcément une grande concentration de personnes au même endroit, ce type de ligne peut être un petit peu plus complexe et très coûteux économiquement parlant. Une première idée du transport à la demande, c'est de basculer ces lignes fixes en ligne virtuelle. Le principe est assez similaire à la ligne fixe. En revanche, on ne va pas demander aux véhicules de faire l'ensemble du trajet et de passer par tous les arrêts, mais uniquement par ceux qui sont réservés. L'idée ici est d'optimiser les kilomètres pour ne parcourir que les kilomètres strictement nécessaires aux réservations enregistrées. On peut ensuite passer sur des configurations qu'on va appeler zonales, qui sont beaucoup plus flexibles et qui permettent plus de choses. La configuration la plus simple est ce qu'on appelle la configuration électron libre. Donc, on aura récupéré, par exemple, d'un ancien transport régulier, l'ensemble des arrêts desservis, qui sont des pôles, en tout cas d'intérêt pour certains usagers. En revanche, au lieu de définir une offre très stricte avec un sens de passage, des horaires de passage, l'idée va être de laisser libre cours à la demande. C'est la demande qui va construire le trajet du véhicule et la réponse qui sera apportée avec le trajet des conducteurs. L'idée ici est de ne parcourir que ce qui sera demandé et d'essayer au maximum d'optimiser et de grouper les réservations qui pourraient se faire dans des villes ou des points d'intérêt regroupés sans pour autant passer par l'ensemble des points d'intérêt du réseau. Un fonctionnement un petit peu similaire serait celui juste à droite, qu'on appelle le multizone, où là, on souhaite garder un fonctionnement un petit peu libre au sein de zones définies. Donc, pas d'horaire de passage, pas de sens précis. En revanche, on souhaite quand même garder une notion de passer dans certaines zones à certains horaires. Ça pourrait très bien coller, par exemple, à des villes où on souhaiterait rabattre des communes alentours vers un centre-ville un petit peu plus central, en suivant un ordre plus ou moins cohérent pour indiquer à des usagers, par exemple, qu'un véhicule sera disponible entre 10h et 10h15 dans leur commune, alors que dans la commune d'à côté, ce sera 10h15, 10h30. On a ensuite deux modes assez similaires dans leur configuration, mais pas dans leur opération. Le premier mode va être le rabattement. L'idée du rabattement, c'est de récupérer des usagers en périphérie d'une gare notamment, voilà, dans des hameaux, des communes alentours, et de rabattre ces usagers-là vers une gare ou en tout cas un trajet régulier qui passe à heure fixe et qui permet d'emmener le plus souvent les usagers au travail. L'idée est donc de mettre en place du transport à la demande pour éviter les trajets domicile-travail en voiture, mais de vraiment permettre une intermodalité complète avec des offres régulières. Le divergent se base sur le même principe. On fait du rabattement, mais plutôt inversement, c'est-à-dire qu'on va positionner un véhicule à disposition à une gare à un moment où un train va déposer des usagers dans cette gare et les usagers pourront se diriger vers le véhicule à disposition
et demander aux conducteurs de les déposer au point d'intérêt de leur commune limitrophe. L'idée ici est d'avoir un mode vraiment où le conducteur est au centre du transport et c'est à lui de faire les réservations et non plus aux usagers comme dans tous les autres modes présentés. On s'est dit qu'on allait ponctuer ce webinaire de quelques citations, puisque parfois ce sont les utilisateurs ou les décideurs publics, nos partenaires qui parlent le mieux du transport à la demande. Le transport à la demande comme maillon manquant d'une mobilité partagée porte à porte. On a ici une citation de Cédric Lotz, chef de projet au sein de Citral Mobilité, qui dit que le transport à la demande vient apporter une réponse à la non-desserte avec les modes lourds des zones d'activité. Dans le cadre de ce qui se fait à Lyon. Ceci sans pour autant faire concurrence à l'offre mise en place. Ainsi, le transport à la demande est vraiment complémentaire. Le transport à la demande nous permet d'optimiser nos ressources, que ce soit les véhicules ou les conducteurs, tout en apportant un service flexible et de qualité auprès des usagers. Et on va pouvoir voir tout de suite avec Camille la question de la non-concurrence, justement. Effectivement. Comme on a pu le voir un petit peu plus tôt, le transport à la demande est souvent un mode de transport beaucoup plus flexible que des lignes de bus, de train ou de tramway plus régulières à heure fixe. Le transport à la demande, c'est bien. Par contre, si ça fait concurrence à des lignes régulières déjà existantes, les coûts vont exploser et l'offre de transport à la demande ne sera plus très intéressante. L'idée de la non-concurrence est donc d'avoir une offre 100% intermodale qui ne fait pas concurrence et doublon avec d'autres modes de transport déjà mis en place. Le fait de mettre en place de la non-concurrence permet aussi un gain de temps lorsqu'on va réfléchir aux offres de transport à la demande qu'on souhaiterait mettre en place chez nous, puisqu'on va partir du principe que quoi qu'on mette en place, ça ne fera pas concurrence, on y veillera de manière automatisée. Un exemple qui vous est présenté ici va être sur l'une des lignes de bus de la région d'Albi, où on a par exemple une ligne qui fait un trajet entre 2 arrêts, donc boulevard Andrieux et Le Toit, en semaine à un horaire précis, 15h50. On va pouvoir se poser la question de comment faire de la non-concurrence et quels sont les paramétrages possibles avec des objectifs différents. Donc, comme vous allez pouvoir le voir ici, on vous affiche ce qui serait proposé en transport à la demande sans non-concurrence. Tous les trajets sont possibles. Maintenant, il y a 2 manières de réfléchir à de la mise en place de non-concurrence. Soit on est dans un cas où on considère qu'on a une offre de transport régulière qui est déjà assez dense, notamment en heure de pointe, mais que cette offre n'est pas forcément optimisée et optimale pour de l'heure creuse. Il y a quelques trous dans la raquette, les usagers peuvent être laissés sur le carreau à certains horaires de la journée. Dans ce cas-là, on peut décider de faire de la non-concurrence seulement à certains créneaux où il y a déjà une ligne fixe qui passe. On vous fait ici l'exemple d'un blocage 30 minutes avant, 30 minutes après l'heure de passage de la ligne fixe qu'on avait en exemple. Dans ce cas-là, sur un créneau d'1 heure, on ne va pas proposer de transport à la demande, même si ça aurait pu être possible, pour éviter de déplacer en doublon un bus régulier et du transport à la demande. L'idée ici est vraiment de voir le transport à la demande comme un complément en heure creuse à du transport régulier qui sera un petit peu plus onéreux. On a une deuxième manière de le voir dans le cas où votre offre de transport régulière est déjà extrêmement dense, notamment en cœur de ville, et on souhaite plutôt mettre en place du transport à la demande pour compléter ces offres, mais sans faire doublon. Dans ce cas-là, on peut partir du principe qu'à partir du moment où un trajet est disponible sur une ligne régulière, on va le bloquer à toute heure de la journée, tout jour de la semaine. Et donc, dans ce cas-là, on ne va pas proposer ce trajet en transport à la demande, même si la zone est desservie en transport à la demande. Le transport à la demande sera exclusivement réservé à d'autres trajets et d'autres manières de voyager. Dans ce cas-là, on a tout de même la possibilité d'afficher à l'usager la raison du refus d'un trajet en transport à la demande, de lui indiquer qu'un transport régulier est disponible et de le rediriger vers les bons moyens de transport. Ici, l'idée est donc vraiment d'éviter les doublons de transport pour faire des gains économiques.
En amont, donc on va pouvoir aller un peu plus dans le détail des économies permises par le transport à la demande. D'abord en amont, toujours à Strasbourg, on a pu remarquer que Strasbourg a pu remarquer via le service FlexHop que la mise en place d'une ligne de transport à la demande coûte jusqu'à 3,3 fois moins cher que la mise en place d'une ligne fixe en zone peu dense. Ces lignes de transport à la demande permettent une meilleure adaptation des flottes de véhicules aux besoins réels du territoire. Typiquement, je peux mettre des bus de grande taille le matin, des bus plus petits l'après-midi, les faire moduler en fonction des zones ou des besoins des périodes de l'année. Il y a cette optimisation des horaires, comme on vient de le voir, celle des itinéraires, de par l'existence même du TAD dynamique. La gestion des temps de trajet, des kilomètres effectués, ce qu'évoquera ensuite Camille sur la question des kilomètres à vide, le taux de groupage. C'est tout l'intérêt du transport à la demande, d'optimiser au maximum le taux de groupage des véhicules afin de, encore une fois, faire le moins de kilomètres à vide possible. Et puis, via l'interface opérateur, on va pouvoir prioriser les véhicules. Enfin, en amont, ce qui est possible de faire, c'est, et ce qu'on fait chez Padam, c'est l'accompagnement par des experts en transport consulting qui peuvent simuler des services pour mettre en place dès le début, dès le lancement, l'offre la plus optimisée possible parce qu'elle aura été correctement simulée. C'est tout ce que permet le numérique et le passage du transport à la demande au transport à la demande dynamique, sont toutes ces économies d'échelle liées au numérique. On a ici une citation d'Olivier Carré, qui était le maire d'Orléans à l'époque où a été mis en place un des plus grands réseaux de transport à la demande de France, qui est celui d'Orléans, qui s'appelle Resatao, qui a dit que dans les zones peu denses, on sert mal les usagers faute d'une fréquence suffisante et à cause d'un coût marginal très élevé. Ce qui a tout changé, c'est l'arrivée du numérique, car avec les algorithmes, on peut optimiser les temps de parcours en temps réel et disposer d'une grande souplesse. Un exemple de territoire pour lequel on a mis en place une configuration de transport à la demande multizonale sera la région d'Albi, donc avec le Libéa TAD. Ce territoire permet une desserte à l'intérieur de plusieurs zones aux alentours du centre d'Albi, donc plusieurs communes limitrophes, et également de faire des trajets entre ces zones limitrophes et la zone d'Albi qui est centrale et qui concentre le plus de modes de transport. Ce service présente de nombreux avantages. Déjà, une mutualisation entre le transport à la demande conventionnel et le transport de personnes à mobilité réduite. L'idée ici était de pallier à un point qui est quand même assez important. On avait 2 offres de transport jusqu'à maintenant séparées qui couvraient pour autant les mêmes zones géographiques. L'idée ici est de les regrouper, d'avoir des véhicules qui pourront faire les deux et optimiser au maximum les transports autour de l'agglomération d'Albi. On a également une mutualisation donc zonale, comme on le disait, qui, elle, va être très intéressante parce que si pour les usagers, on a des restrictions entre certains trajets de leur zone propre vers la zone centrale, pas de communication possible entre le nord et le sud, par exemple, des villes autour d'Albi. Pour autant, le véhicule, lui, peut être flexible et naviguer sur ces zones. Il pourra donc optimiser un maximum les trajets et surtout se caler 100% à la demande. C'est-à-dire qu'on n'a plus ici un véhicule restreint à une zone et si une journée, pour une raison ou une autre, il n'y a pas de demande et de souhait de transport, on va pouvoir réattribuer ce véhicule à une autre zone pour laquelle il y aurait une forte demande. Donc, les ressources opérationnelles sont vraiment adaptées. On a également un maillage un petit peu plus fin du territoire, avec des trajets possibles selon l'endroit d'où on vient, et qui sont en vrai complément de transport. On remplace ici la voiture pour les trajets domicile-gare, par exemple. On a également, avec ce mode de réservation à la demande, la possibilité d'adapter la taille des véhicules à la demande, et donc de mieux répartir
les ressources. Dans cet exemple d'Albi, le transport à la demande est également interconnecté avec les autres modes de transport, notamment dans les calculs d'itinéraire, pour favoriser, selon la demande des usagers, le transport en TAD ou le transport en ligne plus régulière et plus traditionnelle. On va pouvoir maintenant passer aux économies un petit peu plus en aval. Il y a 4 points très importants à avoir à ce niveau-là. Déjà, une réduction des coûts d'entretien et de maintenance des véhicules. Effectivement, le transport à la demande permet de bien savoir quelles sont les ressources dont vous allez avoir besoin sur votre transport à la demande et d'adapter la taille des véhicules à la demande. On réduit ainsi les coûts. Le rabattement vers les lignes fixes, ou en tout cas les pôles de centralité déjà desservis par des transports plus réguliers, est un point très fort du transport à la demande, puisqu'il va permettre, comme on l'a dit à plusieurs reprises, d'éliminer les trajets en voiture pour rabattre au maximum vers des transports plus réguliers et donc vraiment interconnecter l'ensemble des modes de transport. Un point qui est très très important pour le suivi des coûts d'un transport à la demande, c'est de veiller à ce coût par course, ou en tout cas coût par trajet. C'est un point très très relié avec les taux de groupage. Évidemment, si le transport à la demande ne répond qu'à peu de demandes, il va coûter cher. Si on est capable de bien s'adapter aux demandes des usagers, on va pouvoir grouper un maximum les trajets et donc réduire les coûts du transport à la demande. Pour ça, un point très très important est l'optimisation, et notamment l'optimisation grâce à des reportings. L'idée d'avoir un transport où on fait des réservations, c'est de pouvoir suivre où sont faites les demandes, où sont faits les trajets, quels trajets sont proposés, comment sont faites les optimisations et de toujours les améliorer. Avec ces informations, on peut améliorer déjà les algorithmes de groupage qui sont utilisés chez nous, mais on peut également améliorer toute la partie opérationnelle avec un meilleur suivi des kilomètres commerciaux ou haut-le-pied qui vont être parcourus, tout comme des temps de travail, par exemple les temps roulés à vide ou chargés. Juste après, d'ailleurs, on peut se faire un petit focus sur tout ce qui est temps et kilomètres. On peut voir sur ce graphique les courbes sur un service en exemple, entre les temps où le véhicule a été chargé, donc avec des usagers, qui sont en moyenne de 60 à 70%, et les temps à vivre ou passer au parking, qui sont assez faibles ici, de l'ordre de moins de 30%. Ce qui est important dans un transport à la demande, c'est de bien monitorer ces temps-là et les kilomètres qui y sont reliés pour avoir un maximum de temps où le véhicule a des usagers à l'intérieur. Plus le véhicule est chargé, plus le transport à la demande répond bien à la demande des usagers. Pour qu'un TAD soit toujours plus rentable, il faut donc au maximum avoir des usagers à bord et réduire les temps qu'on appelle haut-le-pied, où le véhicule doit un petit peu naviguer seul pour aller récupérer des usagers. Dans cet exemple, on voit par exemple une légère baisse des temps chargés au mois de décembre-janvier. Un point très très important dans le transport à la demande, c'est qu'on suit la demande. Le transport est très sensible aux périodes de vacances, par exemple. S'il y a moins d'usagers, forcément, le transport à la demande peut être un petit peu moins optimal. L'important, c'est de bien monitorer tout ça et de pouvoir le prédire sur l'avenir. Nous avons ici, sur la question du maillage territorial, l'évolution du service Resatao à Orléans depuis l'accompagnement de Padam Mobility. On voit que le développement du transport à la demande à Orléans a permis une couverture territoriale très vaste et décuplée du transport public. Et ce qui a permis aussi d'intensifier l'utilisation des transports en commun de manière plus globale, puisqu'il y a cette logique de premier et dernier kilomètre, de mobilité porte à porte, et puis de mobilité en zone peu dense qui permet d'aller chercher les usagers
qui seraient encore susceptibles de ne pas pouvoir se déplacer ou d'utiliser leur véhicule. On le voit dans ces zones-là. On va avoir d'autres exemples ensuite. Mais le mieux, c'est de voir aussi la citation de Romain Roy, vice-président au transport de la métropole d'Orléans, qui nous dit que le premier service que rend le transport à la demande, c'est de rabattre les usagers vers les offres de transport collectif structurants. C'est pour nous une arme de conquête de nouveaux usagers, en plus d'être une arme de connexion de 100% des usagers de la métropole. Ici, on a un exemple du plus vaste et plus dense réseau de transport à la demande du monde, qui est celui du TAD IDFM en grande couronne parisienne. Et là, je vous laisse imaginer ce que ce serait s'il fallait mettre en place des lignes fixes classiques ou même du transport à la demande non dynamique sur toutes ces zones-là. Grâce au transport à la demande dynamique en grande couronne parisienne, vous avez des personnes qui vont habiter dans ces zones, qui vont pouvoir, sans prendre leur véhicule, se rendre à Paris ou sur d'autres zones à la journée, qui vont pouvoir aller au travail, qui vont pouvoir aller chez le médecin, etc. Le projet de TAD-IDFM, c'est un projet qui intègre tous les cas d'usage et opérateurs de la région Île-de-France et qui répond aux besoins des zones les moins denses en complémentarité des modes de transport réguliers. Au niveau des cas d'usage, on va avoir du périurbain, du rural, premier dernier kilomètre, des heures creuses par endroit, et puis la mobilité régionale en un sens plus global, ce qui répond déjà à une ou deux questions qu'on nous a posées aujourd'hui. Pour avoir quelques chiffres, le TAD-IDFM, c'est 60 000 trajets par mois, 123 véhicules, et depuis la mise en service des premiers transports à la demande sur ce projet, on en est à 1 million de trajets. Donc, au sein de ce projet TAD-IDFM, on a plusieurs cas d'usage. On a du rabattement vers des lignes de RER, de trains régionaux, même de tram, parfois de métro, des lignes virtuelles en heure creuse, et puis du zonal en zone périurbaine. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. On va peut-être pouvoir s'atteler aux questions. J'ai vu qu'il y avait une question justement sur la multiplicité des cas d'usage du transport à la demande au sein d'un même territoire. Donc là, on a pu le voir avec Albi, on le voit aussi avec TAD-IDFM. Donc oui, il est tout à fait possible au sein d'un même service, d'un même projet, d'utiliser des modes différents. Et on sera sur la même plateforme à chaque fois. C'est tout l'intérêt des technologies Padam Mobility de pouvoir tout regrouper au sein du même service. Ensuite, ce qu'on avait comme question des collectivités multizones, eh ben, on a je ne sais pas si Camille, tu as des exemples en tête, mais je sais qu'à Lyon, ça se passe comme ça. Oui, effectivement. À Lyon, on est sur du multizone. On l'est également un petit peu dans le cas d'Albi qui a été présenté. Voilà, une grande partie des territoires qui ont décidé d'avoir un mode de fonctionnement très flexible vont partir sur du multizone pour quand même restreindre un petit peu le transport à la demande à certains endroits. Il faut bien comprendre que si on part sur de l'électron libre sur une zone très étendue, on peut avoir tout de même quelques difficultés avec des trajets très grands qui sont plus difficiles à grouper. Donc le multizone est une très très bonne option à ce niveau-là pour définir quelques endroits et donc faire des trajets plus optimisés. La question, est-ce que la réservation par les usagers peut se faire par une plateforme téléphonique? C'est la plupart du temps le cas, notamment avec le transport à la demande classique. Ce qu'apporte le transport à la demande dynamique, c'est l'optimisation des trajets du côté des opérateurs et des conducteurs. Et il y a aussi la mise en place d'une application mobile qui est facultative, on pourrait dire, mais dans une grande majorité des cas, il y a toujours un numéro de téléphone. On n'est pas toujours obligé de passer par l'application. L'application, c'est un plus, mais on peut réserver par téléphone ou par Internet, hein, depuis un ordinateur. Et ça dépend des projets de transport à la demande. C'est en fonction de ce qui est mis en place localement. Alors, il y a eu d'autres questions. Je
je crois que les autres questions, Camille, tu as pu y répondre. J'avais juste peut-être une remarque sur le coût par utilisateur, le coût du trajet pour le transport public. Quand on dit que le transport à la demande, on peut faire plus avec moins, évidemment, il y a cette notion de non-concurrence. Le transport à la demande n'a pas vocation à remplacer les lignes fixes. Et c'est sûr qu'une place dans un transport à la demande nous va revenir bien plus cher qu'une place dans un métro. Mais parfois, si on regarde selon certains contextes, selon certaines offres, on va pouvoir améliorer le service, le prolonger à moindre frais. Et sur le TAD régional, par exemple, on est sur des coûts bien moins élevés que des bus qui tournent à vide, puisqu'on va être sur moins de ressources humaines et des véhicules plus légers, moins coûteux en ressources. Maintenant, ce qu'on peut se dire aussi, c'est la meilleure couverture territoriale qui est proposée par le transport à la demande. Ça permet aussi d'augmenter le nombre d'usagers sur les lignes fixes et donc de réduire, en quelque sorte, le coût par usager sur les réseaux structurants. Je ne sais pas si tu as un complément à apporter, Camille. Est-ce que tu peux juste répéter la question, s'il te plaît? C'était sur la question du coût par utilisateur, le coût par usager du transport à la demande, sur le fait que, évidemment, par rapport au réseau classique, on va être sur des coûts différents, mais que en certains endroits, en certaines zones, on va être sur des coûts bien moins élevés. Oui, effectivement. Alors un point sur lequel on a essayé d'accentuer, c'est par exemple dans le cas où le transport à la demande vient en conversion d'un transport régulier qui était parfois peu rentable avec des véhicules qui fonctionnaient sur des lignes fixes, qui avaient peu de demandes et donc voilà, on roulait souvent à vide. Dans des cas comme celui-ci, par exemple, le transport à la demande, que de prime abord on pourrait croire un petit peu plus cher, va bien pouvoir s'intégrer parce qu'on va pouvoir, avec les mêmes ressources, donc un conducteur, un véhicule, potentiellement mieux répondre à la demande et avoir de plus en plus d'usagers, ne plus faire de trajets à vide, et donc aussi économiser en termes de kilomètres et de temps de travail. On a également la possibilité d'adapter, d'être capable de déclencher ou non des véhicules selon la demande. Par exemple, si vous vous rendez compte que pour vous, ce qui est important, c'est d'éviter au maximum de faire rouler un véhicule alors qu'il n'y a peu de demandes, ce qu'on peut faire, c'est dans nos outils être capable de dire, voilà, s'il n'y a pas de réservation avant telle heure, etc., on va indiquer aux transporteurs de ne pas se déplacer. Ça sera également un gain. Après, il faut aussi voir que même dans des modes de transport plus flexibles, comme de l'électron libre, si de prime abord, on pourrait penser qu'il va y avoir peu de groupage, qu'on va faire un petit peu comme du transport en taxi, il faut bien avoir conscience que ce ne sera pas le cas, parce que de notre côté, les algorithmes favorisent au maximum les groupages et le temps de trajet de l'usager peut être augmenté pour qu'il ne voyage pas seul et qu'on optimise un maximum les kilomètres parcourus. In fine, plus on aura de l'optimisation, plus les coûts par usager et par course seront faibles. On peut également voir des optimisations en modifiant simplement les ressources opérationnelles, c'est-à-dire que transformer un transport qui était opéré par un bus de 60 ou 80 places en mettant plutôt à disposition un véhicule 4 ou 5 places, va automatiquement avoir une répercussion positive au niveau des coûts kilométriques, qui sera non négligeable. Donc c'est vraiment à réfléchir à comment vous souhaitez mettre en place le transport à la demande et ce qui sera le plus optimal pour votre zone géographique et vos contraintes de service. On a une question de Monsieur Herlet. Est-ce que votre solution est à déployer en complément des TAD-IDFM ou des CCAS locaux réservés à un certain type d'usagers, ou avez-vous une solution globale qui peut répondre à tous ces besoins de manière plus efficace? Alors, je pense que Camille, tu sauras mieux répondre que moi, mais à titre personnel, je dirais que j'ai pas tout à fait compris la question, mais en tout cas, le TAD-IDFM
utilisent la solution Padam Mobility. Il y a des solutions locales qui utilisent Padam Mobility. Et la question de fusion de services via le même outil, ça pose pas de problème particulier de notre côté. Est-ce que c'est ce que tu as compris aussi? Oui, effectivement, donc c'est tout à fait juste. Dans tous les cas, effectivement, la solution, Padam Mobility permet de répondre à pas mal de cas d'usage. Donc il y a vraiment, 2 choix à avoir. Soit une solution globale qui peut s'intégrer dans des services déjà existants, mais c'est tout à fait possible d'avoir la solution Padam Mobility dans des cas très spécifiques, dans des communes très restreintes et pour un cas d'usage très spécifique. L'efficacité va pas forcément dépendre de la manière dont c'est mis en place, mais plutôt de la manière dont est réfléchie l'offre et est-ce qu'elle va bien répondre à une demande et y répondre de manière très adaptée. Voilà, donc c'est vraiment des choses à étudier, mais ça peut s'intégrer à plusieurs cas d'usage. On a d'autres questions qui me semblent assez intéressantes sur la question de la demande. Quel est le temps de réservation en amont conseillé pour un bon fonctionnement, la veille, 1 heure avant ou pas de réservation? Alors, petite précision, ça va dépendre de la manière dont est calibré le transport à la demande. Ça va dépendre des réseaux. Certains permettent une réservation plusieurs mois à l'avance, d'autres interdisent la réservation moins de 2 heures à l'avance. Donc déjà, ça se paramètre en amont. Et pour la suite, sur le temps de réservation conseillé, je ne sais pas si Camille, tu as des petits conseils? Nous, on voit qu'une majorité de nos clients fonctionnent avec des réservations, ce qu'on va dire dynamiques et donc plus ou moins en temps réel, souvent 1 heure avant. C'est un fonctionnement qui va être très, très efficace dans le cas où on a un nombre de véhicules fixé, beaucoup de réservations et on souhaite laisser la possibilité aux personnes de dernière minute, en fonction des annulations de réservations et autres, de pouvoir réserver presque en direct. En revanche, on a aussi le cas de d'autres régions, par exemple, où les réservations sont plutôt clôturées la veille. Ça permet d'avoir de manière fixe à l'avance, de savoir le nombre de véhicules qui vont être déclenchés. Ça se prête très bien dans un cas où on fonctionne avec des sous-traitants et où voilà, il faut quand même se laisser le temps de prévenir les entreprises de transport pour qu'elles puissent mettre à disposition leurs véhicules et leurs transporteurs. C'est vraiment à voir en fonction aussi de vos réglementations de service. Mais voilà, il y a vraiment les 2 modes qui sont tout aussi performants, mais qui dépendent de ce qu'on souhaite avoir, soit s'arrêter la veille, soit souvent 1 heure avant. Ce qui va être un petit peu plus qui est souvent moins mis en place, c'est des réservations vraiment 3-4 minutes à l'avance, parce que forcément, ça dépend de où est le véhicule. On va peut-être se retrouver un petit peu embêté dans le cas où il y aurait des accidents ou des problèmes opérationnels importants. Mais 1 heure avant, souvent, ça se passe très bien. Et peut-être une dernière question qui est, quelle est l'articulation entre votre offre avec les exploitants transport en commun et transport à la demande déjà présents sur le territoire? Votre solution est-elle gérée par les exploitants? Par ailleurs, j'imagine que vous accompagnez les territoires en amont pour définir le type et la configuration de l'offre. Ce que je dirais, c'est que nous, on a un outil en fait pour les exploitants et les opérateurs, donc ça fonctionne la plupart du temps en appel d'offres et nous, on n'a pas de flotte, on ne propose pas de flotte de véhicules, on est vraiment un outil logiciel utilisé par les opérateurs, opéré parfois par les exploitants pour certaines questions. Et l'accompagnement en amont, oui, on en a parlé un petit peu pendant le webinaire, on a une équipe de transport consulting qui permet d'accompagner et de définir collectivement quel est le service le plus optimal, la manière de mettre en place des lignes ou pas, qui serait le plus intéressant pour la réalité d'un territoire. Je ne sais pas si c'était un complément, Camille. Tout à fait. Donc pour la partie accompagnement en amont, voilà, Adrien vient de le dire, mais donc on a vraiment un outil qui permet de faire des simulations. Donc voilà, si vous souhaitez tester par exemple un mode de transport ou autre et les comparer par rapport à la demande que vous estimez ou qui est déjà présente sur votre territoire, on a des équipes dédiées pour vous accompagner à ce niveau-là. Pour le point de l'articulation avec le transport plus régulier ou en tout cas des offres de transport déjà présentes sur le territoire, ça peut se faire dans plusieurs mesures, soit des articulations simples,
C'est-à-dire, voilà, on fait des points d'intérêt qui sont desservis par l'ensemble des offres de transport, puis on essaye d'interconnecter le tout. On peut aller un petit peu plus loin en partant vraiment du principe qu'on doit coller à certains horaires de passage de lignes régulières et autres, et vraiment que le transport à la demande vient s'ajouter à ces transports-là pour faire des bouts de trajet. Il y a les deux visions, en tout cas, les connexions et articulations sont tout à fait possibles et faisables. Ça dépend vraiment de vos objectifs. Voilà, je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre participation. On reste à votre disposition si vous avez des questions via le formulaire de contact du site internet de Padam Mobility. On a peut-être une dernière remarque qui est en train d'être écrite. Je ne sais pas si c'est une question. Ah non, juste un remerciement. Merci à tous. Bonne journée et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée.